Et bonsoir à tous. Ça va, je lance sur la fin de la chanson. Ça va être peut-être un petit peu mieux toléré. Coucou Nico, coucou le guide suprême, merci beaucoup pour le 13e mois d'abonnement. Coucou mon Katsu, coucou Roxy Fred. Angels, ravi d'être là pour la musique, évidemment. Ziglo, je me suis fait la réflexion. J'ai dit, mais attends, le live n'est même pas lancé, il est déjà là. Incroyable. Cette année 2026 va être, mais fantastique et pleine de surprises, c'est certain. Ta, 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 ta. Ouais, je m'attendais à avoir un Prux, parce que souvent il a fait, mais non, il est resté discret, il n'a rien dit jusqu'au dernier moment. C'est pire que ça, Julie. Qu'est-ce qui est pire que quoi? Quoi donc? Et donc, Angels, quel MP? Je n'ai pas envoyé de MP. Bon, alors non, je pense qu'on s'est tous vus, hein. Je suis pas sûre, mais bon, dans le doute, meilleur vœu 2026, hein, voilà. Vous sentez mon entrain? C'est magnifique. On se retrouve enfin pour le premier live psy de l'année, le live. Ah oui, putain, j'ai bugué, j'étais là. Oh, oh, oh. Mais oui, j'ai vu que j'ai modifié un peu mon titre. C'est le live numéro 105. Ça faisait tellement longtemps que j'étais même pas prête en fait. J'ai préparé le caout et tout, mais après je me suis dit, attends, je crois qu'il manque un truc. Oui, mes notes. Voilà. Mais bon, voilà. Donc live 105, mensonges et motivation sexuelle. On va dire que c'est pas vraiment lié. On va faire deux thèmes distincts ce soir. Enfin, ça reste un petit peu lié quand même, mais bon. Ben oui, mais c'est ce que j'ai dit, Angel. La musique d'avoir tout ça sur mon PC, je savais que c'était toi. Oh, décidément. Franchement, je suis là dès ton réveil. La musique à Paris, c'est moi encore. Je suis bien imprégnée dans ta vie, Ziglo. Mais moi, je ne vous connais pas. Maman, Dino, coucou! Est-ce que tu es parmi nous ce soir? Est-ce que tu participes? Ça fait plaisir de te voir. Euh... Tac. Et coucou maquillage, comment vas-tu? Bonne année à toi, meilleurs vœux. J'espère que tout va bien. Du coup, ah oui, il va y en avoir un petit peu. Mais il va y avoir un petit peu de psycha aussi ce soir, hein. Va falloir s'accrocher à un moment donné. Mais oui, c'est la reprise, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. Bon, on va lancer tranquillement, hein, je pense, parce qu'on a... Bah, je ne sais plus combien on a de questions, de toute façon. Donc installez-vous tranquillement. Ah mais super, ici on parle de cul, mais pas que, voyons, faut pas dire ça. Ça va qu'on se connaît tous entre nous, hein, à peu près. Parce que sinon, franchement, ça serait quoi l'image qu'on aurait de cette chaîne qui n'est déjà pas... Ah oui, j'ai même pas préparé ça, mais je dors debout, hein. Excusez-moi, j'arrive, hein. Voilà, on est bon. Moi, je suis... Oh, d'accord, ok. Mais toi, je sais pas qui tu es du coup. Mais je pense savoir du coup parce que j'ai eu un doute et. Mais bon, je sais pas. On verra. Donc, c'est pas vrai. Ça prouve bien que t'en as loupé énormément parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout même. Ah, c'est quoi le nouveau rituel du lundi? Qu'est-ce que c'est? Je veux savoir. Bon, alors attends, on est comment là? Mensonge noir et mensonge blanc, oui. Alors, comment je fais mon truc généralement? Ah oui, comme ça, putain, j'ai l'impression. Oui, bah ça fait un peu plus d'un mois qu'on n'a pas fait de live, hein. Mais ça va, je suis plutôt bien installée, c'est bon. Donc, le mensonge de base, il peut être divisé en deux catégories, mensonge blanc et mensonge noir. Donc on va voir déjà c'est quoi la différence entre les deux. On est parti, installez-vous, soyez prêts. Une chose dans un printemps, peut-être, hein. Ouais, c'est ça. Mon potage sonore me fait mon montage sur le. Fait dire comment. Que non quoi? Que non quoi? On va se faire une Disney par. Trop bien! S'il te plaît, dis-le haut et fort parce que je veux les faire voir à Sam. Il est pas très chaud. Bon, il aura peut-être pas trop le choix à un moment non plus, mais voilà, si on peut lui donner des arguments. Non, mais non de quoi? Arrête! Bon, allez, on commence. Concentrez-vous. Il va m'agacer. Ça va commencer là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est nouveau. On est d'accord que c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Aucun argument valide. Je t'en donnerai plein des arguments. Arrête tes conneries. M'énerve pas, hein? Mais. Non, des enfants plutôt. Vous allez faire des enfants? Ou vous allez manger. Attends, c'est quoi qu'il a dit? Ah, vous sacrifiez des enfants?
Oh putain, alors un mensonge noir, qu'est-ce que c'est? C'est une affirmation que l'on sait être fausse, une vérité brutale, une omission involontaire ou une métaphore floue. Et bien joué! Donc nous avons 24 questions ce soir et pour cette première question, vous avez tous répondu juste. Oui, j'étais emballée et puis j'ai paniqué. Mais non, c'est bon, on est bien. Bravo. Donc effectivement, le mensonge noir, il va être délibéré. On sait que ce qu'on dit, c'est faux. Voilà. Analysé par quoi? On passe à deux prochaines questions. On se concentre. Qu'est-ce qu'un mensonge blanc? Ouais, c'est sympa. Bon, il n'y en a eu qu'une, je crois, de nouvelle animation. Hein. Choqué sur quoi? Scandalisé sur quoi, du coup? Alors, un mensonge blanc, c'est une exagération innocente, une vérité partielle qui dissimule une partie importante, une vérité désagréable édulcorée ou un mensonge fondé sur de bonnes intentions. Ziglo, il met du suspense. Ah, ben oui, hein. Alors qu'elle aurait dû mettre 11. Voilà, mais bon. Passé par un marathon Disney. Merci, Angels. Merci, Ziglo. Voilà, vous voyez. On s'entend pas forcément tous très bien, mais on arrive à être d'accord parfois. Donc, le mensonge blanc. Bravo aux deux personnes qui ont trouvé. Faut bien entendre que ça, c'est non. Un mensonge fondé sur de bonnes intentions. Tu n'as pas de bonnes intentions si tu mens. Vous voyez? Sérieux? Mais qui a osé faire Mama Dino 11? C'est qui ça? Qui c'est ça? Donc bien joué, bien joué. Ah, des animations là aussi. Ok, ok. Très bien. Deuxième question. Pourquoi le mensonge blanc peut-il être destructeur? Donc déjà, quand on voit cette question, on voit que le terme de bonne intention derrière, bon, vous m'avez compris. Faut la retrouver, faut voir si elle stream ou si c'est une vieweuse. Puis faut lui reprendre tout ça. Non mais qu'est-ce que c'est ça? Faut que j'aille voir en même temps où ça en est ça. Ah bah d'accord. Magnifique. Alors, ok, on est pas mal. Ok. Ok. Bon. Bien joué pour les 3 bonnes réponses d'affilée. Bien joué pour les remontadas. Ziglo sans H était pris aussi. Ah, tu voulais sans H à la base. Parce que ouais, d'ailleurs, ton pseudo, on en a déjà parlé. D'où ça sort? Madino Durazes. De l'Aude. On va faire un Pinocchio la semaine prochaine. Aïe aïe aïe. Et ce soir, c'est quoi du coup? Donc, le mensonge blanc. Ce qu'on va dire, c'est pas faux en soi, mais ça va taire une bonne partie de la vérité. C'est pas plus excusable qu'on soit d'accord. Et donc, il peut être tout aussi destructeur qu'un mensonge noir. Donc, on a un peu l'exemple, un gouvernement qui cache une partie de l'information par la censure n'est pas plus démocratique qu'un gouvernement qui communique de fausses informations. Voilà. On passe à 3 prochaines questions. Et là, faut pas que je perde le compte. Lequel des deux types de mensonges est le plus fréquent? Le mensonge noir, le mensonge blanc, le silence ou le demi-mensonge? Bon, en vrai, il n'y a que 2 propositions. Hein. Ah oui, pardon, punaise, tu l'as dit, n'importe quoi, je suis désolée. Je suis pas concentrée. Je vous dis d'être concentrée, mais c'est moi qui le suis pas. Ok, et tu peux développer ou pas? Sam qui a préféré fuir quoi ça... Non, mais Sam, c'est un sauvage, c'est terrible. Ok, effectivement, le demi-mensonge. Non, on parle de mensonge noir et mensonge blanc, donc on va dire que pour avoir 4 possibilités, ils en ont rajouté là, mais voilà, ça se joue entre les deux. Je suis en train de m'étouffer. Deuxième question, pourquoi le mensonge blanc est-il difficile à détecter? Kevin66, mon dieu, quel enfer. Il doit bien y en avoir un, certainement. Alors on est comment? Parce que là, du coup, ça va être moi qui vais... Eh oui. Quoique, ok. Ok, très bien. Vous avez commencé à capter le truc. Bravo pour les 5 bonnes réponses d'affilée. Et dernière question, pourquoi le mensonge blanc est-il plus dangereux? Parce qu'il est toujours prémédité, parce qu'il passe souvent pour une vérité, parce qu'il est plus grossier, parce qu'il est utilisé en politique.
Bon, bien joué pour les bonnes réponses. Donc, en fait, vu il peut paraître moins répréhensible, le mensonge blanc, il va être plus courant. Voilà, on se dit c'est moins grave, donc je peux y aller. Et surtout, bah, il est plus difficile à détecter et à confronter, et aussi souvent beaucoup plus dangereux. Oh, il y a un cœur! Trop mignon! Bon, prochaine question. À 19 ans, j'ai trop... Mais ça va pas la tête! Mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que de dire des choses comme ça? Mon rêve que tu recraches ton nom en lisant Kevin 66. Ah, franchement, mais pour la blague, franchement, un jour, quand j'aurai oublié, faut que tu fasses un faux compte. Je vais pas te dire de te rename, mais pour la blague, enfin, franchement, le jour où je vois un Kevin débarquer sur le live, je crois que je meurs. Non, mais lui, il a cru que c'était lui qui décidait à la maison, il a craqué. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais on réglera nos comptes plus tard, je vais vous épargner cela. Prochaine question. Comment est perçu le mensonge blanc socialement? Il est tabou dans les cultures occidentales, il est socialement acceptable, il est considéré comme un acte héroïque, il est sévèrement puni. Moi aussi je meurs. Pourquoi tu meurs? Pour regarder, chercher que quelqu'un cherche sur Twitch si Kevin66 s'est pris. Après il y a Kevin du 66, 66 Kevin 66, il y a plein de possibilités j'imagine. Ah, intéressant. C'est marrant que vous soyez plus à avoir dit qu'il était tabou dans les cultures occidentales, donc notre culture. Alors que je veux dire, ça me semble quand même être un truc assez omniprésent, les gens qui mentent. Hein. C'est marrant. Ok, bravo pour les 7 bonnes réponses d'affilée. Donc en fait, le mensonge blanc, il est considéré comme socialement acceptable sous prétexte que, ben, on veut pas faire de mal aux autres. Hein. Voilà. Ben, pourtant, nos relations sociales nous semblent en général être superficielles. Plus on est honnête, plus c'est facile de le devenir encore plus. Et inversement, ben, plus on ment, plus on est entraîné dans le mensonge. Et puisqu'ils sont ouverts, les personnes honnêtes ben, vont vivre ouvertement et par le courage nécessaire à cette vie d'ouverture, ils se libèrent de la peur. Voilà. Donc, enfin, il n'y a pas d'excuse pour mentir, en fait, tout simplement. Donc mentir, ça révèle plusieurs aspects de notre personnalité et de qui nous sommes, et on va découvrir ça dans les questions. Ah, toi aussi tu meurs pour le Kevin. Oui, pardon. Ça va chauffer à la maison. Ça se voit que le mensonge, c'est pas un thème qui m'inspire. Ah, c'est toi qui... Ben voilà. On parle mieux des Kevin. D'un Kevin aussi, je... Ah oui, ok. Je fais un parfait. Ouais, non, mais t'es au top, Angel. Du coup, c'est toi que j'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Prochaine question. Pourquoi certaines personnes mentent-elles dans les relations? Pour exercer un pouvoir conscient sur l'autre, pour créer un lien plus fort immédiatement, pour combler des besoins émotionnels non satisfaits ou pour éviter toute forme de communication. J'ai l'impression que je bégaye un petit peu loin quand même. Non? Ou c'est qu'une impression? Je sais pas. J'ai un passé tendu avec Kevin. Je pourrais vous raconter l'histoire si ça vous intéresse. Mon pauvre. À croire que le mensonge c'est dans ma nature. Ouais, peut-être, hein, qui sait? Ça va se poser des questions. Ok. Non mais enfin, j'entends, hein, mais vous pensez du coup que certaines personnes mentent pour créer un lien plus fort immédiatement. Vous avez pas tort, il y a de l'idée, carrément. Mais vous imaginez à quel point c'est vicieux, c'est mauvais, mais bon, après c'est toujours comme ça. On l'a beaucoup vu dans les questions qui touchaient au couple. Euh, on va, déjà on idéalise l'autre, mais on va faire en sorte aussi, nous, d'être au top. Sauf qu'en fait, bon, on le sait, le naturel ça revient vite et ça sert à rien. Mais bon, donc au niveau des besoins émotionnels, mentir, ça peut aider à combler les besoins émotionnels non satisfaits, le besoin d'approbation, de sécurité, d'estime de soi. Au travail, par exemple, on peut mentir sur nos réelles capacités professionnelles pour obtenir la validation des autres. Ça, c'est un exemple qu'on connaît certainement tous. On a tous eu quelqu'un, ou vous êtes peut-être l'une de ces personnes, qui a menti sur les réelles capacités professionnelles. Julie, il y en a 3 ou 4 comme ça. Oui, d'accord. Et Kevin et Dylan, on connaît. Ouais, laisse le Kevin où il est. Je te dirai au montage. De quoi? De quoi? Putain! De quoi? De quoi tu me diras au montage? Je pourrais te parler d'une boîte qui ment 2 fois en pensant qu'on se rencontre derrière. Moi, j'en avais une au lycée.
La pauvre, enfin, quand j'y pense avec du recul, c'est chaud. Mais oui, tu peux... Parle-nous de cette pote. Voilà, tu illustres notre thème de ce soir, au moins. Prochaine question. Que peut révéler la présence de mensonges répétés dans un couple? Une dynamique de pouvoir ou de contrôle, une forte dépendance financière, une instabilité hormonale ou un manque d'organisation domestique. Serge le mytho. Ah oui, non, mais ça, après, j'entends. Mais bon, surtout dans ton métier, au final. Mais bon, tu vois, ça se discute. Est-ce qu'on peut mentir ou pas? Enfin, c'est intéressant comme sujet. Ok, pas mal. Très bien. Enfin, pour les trois personnes, bien joué. Effectivement, mentir, ça peut révéler des dynamiques de pouvoir et de contrôle au sein des relations. Donc, quand on ment dans son couple. Que peut préserver le mensonge pour la personne qui le prononce? Que peut préserver? Ah, ok, j'ai compris. En voyant les réponses, j'ai compris. Ça fait très longtemps hein, qu'ils ont été faits, ces questionnaires. Donc ça préserve la posture sociale, l'estime de soi, le sens de l'humour ou la loyauté familiale. Et donc tout le monde a mis la posture sociale alors que c'était l'estime de soi. Eh, on pourrait presque croire qu'elle a eu le live avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, là, on va parler de mécanisme de défense en fait. Mentir, ça peut protéger l'estime de soi ou ça va aider à éviter des sentiments inconfortables comme la honte ou la culpabilité. Par exemple, on va pouvoir mentir sur des erreurs passées pour éviter de faire face à la honte ou l'humiliation. Voilà. Ah ouais? N'importe quoi. Elle a travaillé sur elle a fait l'erreur comme elle a quand elle avait 18 ans. 38 ans. Ah! Oui, elle a 38. Ok, quand elle avait des... Ok, ok. Oh là là, non mais les gens... Mais moi, ils me font peur, ces gens-là. Donc, le mensonge, ça nuit bien évidemment à la conscience. Alors, à la confiance, voilà, j'ai dit que je bégayais pas et en fait, si beaucoup. Alors, plutôt que de mentir pour éviter un conflit ou protéger ses propres intérêts, pourquoi ne pas envisager plutôt une communication ouverte et honnête? Ça permettra de résoudre un quelconque différend de manière constructive et de construire des relations basées sur la confiance mutuelle, la base. Cultiver une acceptation de soi saine et une estime de soi solide, ça va aider à réduire ce besoin de mentir pour obtenir l'approbation de l'autre. Lorsqu'on est en paix avec qui on est moins susceptible de cacher la vérité. Voilà. Le mensonge, finalement, ça va surtout parler d'une honte, du fait qu'on n'est pas à l'aise avec soi-même. Et donc, on va se rehausser, etc. Mais c'est pas la bonne chose à faire, pas du tout. Prends des notes. J'ai du mal avec le mensonge, je vois. Mais là, on va parler d'amour à présent. Donc, on va voir ce que vous en pensez, comment vous vous situez. Zéro problème de conscience. À mentir? Alors, sujet à débat ou pas, on tomberait amoureux parce qu'on est sexuellement motivé. Donc, de toutes les idées fausses qui circulent à propos de l'amour, la plus répandue et la plus percutante, c'est que tomber amoureux, c'est l'amour, ou du moins une manifestation de l'amour. C'est un malentendu convaincant parce que le fait de tomber amoureux, c'est vécu subjectivement et de façon généralement très intense, et c'est vécu comme étant l'expérience de l'amour. Donc lorsqu'on tombe amoureux, on a tout de suite envie de dire je t'aime, mais il y a deux problèmes qui vont sauter aux yeux. On est parti. Que signifie tomber amoureux? Une expérience spécifiquement érotique, une réaction chimique passagère, une illusion psychotique brève ou une volonté rationnelle d'engagement? Si vous m'avez écouté, vous avez la réponse. Alors, une greffe de peau et surtout au visage, ça se voit déjà. Donc, est-ce que déjà il y a des signes? Là... Le cul, le cul, le cul! Les eunuques ne peuvent donc pas tomber amoureux. Bravo! Bravo à la personne qui a trouvé. Oh! Première erreur, dis donc. Ok, deuxième question. Quand tombe-t-on amoureux? Eh ben ouais, t'es meilleur à mensonge, hein. C'est con ça.
Donc, on tombe amoureux quand on se sent sécurisé émotionnellement, lorsqu'on est sexuellement motivé, en l'absence de tout désir corporel ou après une période d'abstinence. Mais donc là, non mais c'est bien. On constate qu'il y a 2 personnes qui ont suivi. C'est bien. Parce que tout ça, je l'ai dit juste avant. Mais bon, ok. Bravo. Bravo aux personnes qui ont fait une remontada. Donc, premier problème. Donc, c'est qu'être amoureux. Ben, attendez, je suis où? Je suis perdue. Oui, c'est que tomber amoureux, c'est une expérience spécifiquement érotique. On tombe pas amoureux de nos enfants ou de nos amis, même si on les aime profondément. On ne tombe pas amoureux, on ne tombe, oulala, nous ne tombons amoureux que lorsqu'on est consciemment ou inconsciemment sexuellement motivé. En fait, parler des enfants ou des amis, ça permet de prendre conscience du truc. Parce que c'est là où le fait de tomber amoureux, c'est différent. Parce qu'en fait, c'est clair. On n'est pas amoureux de nos enfants ou de nos amis, mais d'une personne vers laquelle on est sexuellement attiré, quoi. Ouf, je vais pas manger, mais elle va pas me tuer dans mon sommeil. Non, voilà, on est pas trop mal. Voilà. Mais arrêtez, on dirait que je vous torture, c'est un truc de fou. Et coucou Chris, bonne année à toi, meilleurs vœux, j'espère que tu vas bien. Chanceux, mais arrêtez, c'est pas possible. Allez, prochaine question. N'importe quoi. Être amoureux est-il durable? Uniquement en cas de compatibilité biologique, seulement après 7 ans de relation. Oui, c'est stable dans le temps, ou non, c'est une expérience temporaire. Le fait de tomber amoureux. Je dis ça comme ça vous aidera pas plus, je pense. Mais bon, voilà. Non, non. Ok, bien. En cas de compatibilité biologique. Seigneur. Seigneur, Seigneur. Bon, on a dit qu'il y avait 2 problèmes, donc on y vient. Deuxième problème, c'est qu'être amoureux, c'est inévitablement temporaire. Tôt ou tard, la passion s'éteint. Je reste zen, je suis calme. 2026, année de la zénitude. Pas du tout. La passion, on l'a vu et revu. On a vu que c'était pas ça l'amour. Là, en fait, ce qu'on considère comme tomber amoureux, c'est cette attirance qu'on a qui est érotique pour l'autre. Donc forcément, si c'est synonyme de la passion, ben, c'est forcément temporaire, parce que la passion, elle s'éteint à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on cesse d'aimer, mais simplement que le sentiment d'amour, l'amour béat, vous savez, ça va toujours finir par s'estomper. Et invariablement, chose qu'on a déjà vue, la lune de miel va se terminer et l'idylle, ça se fane. Et donc, pour comprendre le phénomène de la passion et son inévitable ternissement, il va être nécessaire d'étudier la nature de ce que les oulala, psychiatres appellent les frontières du moi. Alors là, ça va être un petit peu plus costaud, on part dans de la psycha. Donc, on s'accroche. 2 questions. Que sont les frontières du moi? Je dois l'écouter toute la semaine. Oh là là, la science prime. Ah, c'est toi qui as mis biologie. C'est la descente. Les pingouins ont un partenaire pendant plusieurs repas, c'est valide. Mais c'est pas une question de biologie. Je vais par contre. Mais c'est ça, Jess. Putain. On va vraiment avoir une discussion après ce live, je crois. Y a rien qui va ce soir. Alors, que sont les frontières du moi? Les filtres. Ouais, non. Les limites entre soi et l'extérieur. Alors, on a perdu quelqu'un en cours de route. Navré. Et donc, deuxième question. Quel est le rôle des frontières du moi dans les interactions? Elles freinent le développement du langage, elles influencent la manière d'interagir avec l'environnement, elles favorisent les échanges impersonnels ou elles empêchent toute empathie réelle. Putain, je suis cramée. Mais je vais te tuer. J'ai eu une coupure internet. Ah, c'est toi? Oh, bah d'accord. Ah, bah décidément, ça valait le coup de mettre un réveil. Oh, punaise. Elles influencent la manière d'interagir avec l'environnement. Pardon. Ok. Oh, loup sociable est de retour.
pitié! Mais non, je crois pas. Enfin, j'espère pas. J'ai pas capté en tout cas. J'espère pas. Il va nous dire. Donc, les frontières du moi, c'est les limites psychiques et émotionnelles entre le soi et le monde extérieur. Elles sont flexibles et influencent la façon dont une personne interagit avec son environnement, traite les informations, régule ses émotions et gère les relations. Deuxième question. Zinglo. Terrible. Pourquoi l'amour touche aux frontières du moi? Je dirai rien parce que je dois être un peu plus gentille avec mon prochain. Alors, il annule tout raisonnement, il supprime le concept de soi, il nie les émotions négatives ou il implique de dépasser ses propres limites. C'est beau. L'amour implique de dépasser ses propres limites. Nous avons deux personnes qui sont au courant de cela, c'est bien. L'amour annule tout raisonnement. Ça se discute. C'est bien, bravo, bravo, c'est mes chouchous qui sont bons, c'est bien, très bien. Alors, l'expérience du véritable amour, c'est un rapport avec les frontières du moi, parce qu'elle implique le dépassement de nos propres limites. C'est beau quand même. Et qui sont donc les frontières du moi. En élargissant nos frontières, on tend en fait en quelque sorte vers l'être aimé dont nous désirons nourrir l'évolution. Pour y parvenir, l'objet de notre amour doit tout d'abord nous paraître aimable. C'est un petit peu mieux. Voilà, c'est plus pratique. En d'autres termes, il faut qu'on soit attiré par un objet hors de nous-mêmes, qu'on s'investisse et qu'on s'engage vis-à-vis de lui, hors de nos frontières personnelles. Tout simplement. C'est pas compliqué. Oh là là, alors là je vois un gros paquet par contre. Ouh, on a une question et un gros paquet. Attention. Une vision trop scientifique de l'amour, je suis à côté de ce sujet. Bah non, t'as eu bon là, non? Mais non, t'as pas. Mais non, t'as pas eu bon! Je t'ai confondu! Ah bah voilà. Il va mourir. Comment les psychiatres nomment-ils l'investissement affectif dans une relation? L'introjection, la catexie, la projection, la catharsis. Oh! Même pas je te parle après, tu vois. T'as une vision scientifique de l'amour, t'es en train de dire? Mais on est où là? Enfin, je suis une expérience, les gars. Non mais au secours. Bon, personne n'a trouvé. C'était probable. Donc, les psychiatres appellent ce processus d'attirance, d'investissement et d'engagement la catexie et disent que nous catectons l'être aimé. On catecte l'être aimé. Mais lorsqu'on catecte un objet extérieur, on incorpore simultanément dans notre psychisme une représentation de l'objet aimé. Donc il y a Peck qui l'explique très bien. Il y a de nombreuses années de catexie aboutissent à une extension progressive de notre moi, à une incorporation du monde extérieur et un développement, à un étirement et à un amincissement des frontières du moi. Plus celles-ci s'élargissent, plus on aime, plus la distinction entre le moi et le monde s'estompe. On va finir en fait par s'identifier au monde, et au fur et à mesure que se développe ce processus, on vise de plus en plus cette espèce de sentiment d'extase qu'on éprouve lorsque ces frontières s'effondrent partiellement et qu'on tombe amoureux. Mais en fait, au lieu de nous être unis temporairement et de manière irréelle avec un seul objet aimé, on s'est fondu réellement et plus durablement avec une grande partie du monde. C'est poussé le truc, hein. Voilà, on va essayer de... Donc, une union avec ce dernier peut alors être établie, et le sentiment d'extase et de félicité associé à cette union peut être plus modéré et moins spectaculaire que lorsque l'on tombe amoureux. Et c'est en fait beaucoup plus stable, plus durable et finalement plus satisfaisant. En fait, on est passé de cet état de passion à cet état d'amour réel, d'amour durable. Et c'est la différence en fait entre l'expérience des sommets, donc lorsqu'on tombe amoureux, et de ce que Maslow, que vous connaissez certainement avec sa pyramide, tout ça, qui appelle l'expérience du plateau. Voilà.
L'expérience des sommets, c'est lorsqu'on tombe amoureux, et l'expérience du plateau, c'est une fois que ça se calme à peu près, quoi. La cime n'est pas aperçue furtivement puis perdue de vue, elle est atteinte pour toujours. Donc, en affirmant que c'est lorsque la passion disparaît que les partenaires peuvent commencer à s'aimer vraiment, Peck veut aussi dire que le véritable amour ne trouve pas ses racines dans le sentiment d'être amoureux. Au contraire, ça va se développer souvent dans un contexte où le sentiment amoureux est absent, mais où en fait on va agir avec amour. Donc on peut dire que le fait de tomber amoureux, c'est pas le véritable amour pour des raisons que l'on va voir maintenant. Euh, Non, Angels, non. Vas-y, c'est qui? Elle vient ça, elle va s'asseoir sur le canapé, regarde. Mais complètement, Angel. Complètement. En vrai, un peu plus sérieusement, pour moi, si ton besoin, c'est une réaction chimique. Mais qu'on soit bien d'accord, effectivement, ça va être une réaction chimique, mais pas que ça. Il n'y a pas que ça du tout. J'ai mis un j'aime et je vais dire, oh putain. Et donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis, Ziglo? Parce que tout ne me fait pas très très plaisir dans ce que tu viens de dire. Alors, prochaine question. Tomber amoureux est-il volontaire? Oui, c'est une décision consciente, uniquement chez les personnes rationnelles. Non, ce n'est pas un acte de volonté, seulement en période de vulnérabilité. Mais tu te lis ou pas dans ce que tu dis là? Mais t'es demeuré ou quoi? J'ai oublié d'écouter. Non, mais ça m'a fait rire. Ouais, c'est pas très drôle, hein. Non, ce n'est pas un acte de volonté. Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Donc, tomber amoureux, c'est pas un acte de volonté, c'est pas un choix conscient, et quelle que soit notre disponibilité et notre désir d'être amoureux, ben, il peut très bien ne rien se passer. Alors qu'au contraire, ben, on peut tomber amoureux au moment où on s'y attend le moins, ça, on le voit souvent. Dans des circonstances peu faciles ou qui sont pas désirées. On peut très bien tomber amoureux de quelqu'un avec qui on est, de toute évidence, ben, plutôt mal assorti, autant que d'une personne qui convient mieux. En fait, on peut même pas. Enfin, si on peut, on peut même ne pas aimer ou admirer l'objet de notre passion et inversement être incapable, malgré beaucoup d'efforts, de tomber amoureux d'un être qu'on estime et avec qui des relations profondes seraient à tout point de vue souhaitables. Ça se commande pas du tout. Voilà. Et c'est pas que biologique, du coup. Ça veut pas dire que tomber amoureux, c'est incompatible avec la discipline. Mais la discipline et la volonté contrôlent l'expérience. Elles ne la créent pas. On peut choisir la façon de réagir par rapport au fait de tomber amoureux, mais pas l'expérience elle-même. Donc tomber amoureux n'implique pas le dépassement de ses propres limites ou de ses frontières, c'est simplement leur effondrement partiel et temporaire. Le dépassement de ses limites demande un effort, tomber amoureux, aucun. Les paresseux et les indisciplinés sont tout aussi susceptibles de tomber amoureux que les gens énergiques et dévoués. Une fois le merveilleux moment de l'idylle passé et les frontières du moi remises en place, l'individu sera sûrement déçu, mais certainement pas grandi par l'expérience. Tandis que lorsqu'il s'agit du véritable amour, on élargit ses limites, souvent pour toujours, et l'amour véritable, c'est donc une expérience d'enrichissement durable et pas la passion. Tac, tac, tac. C'est pas rien sur ça, mais elle était pas loin. Ah oui, il se passe rien, rien, rien. Au moins, t'es pas en train. Quelques instants pour vérifier. Non, mais c'est clair. Je me demande. Là, je remets beaucoup de choses en question. Qu'est-ce que c'est ce machin? Déjà, c'est mort comme ça. C'est sûr. Alors maintenant, on va finir avec les caractéristiques des frontières du moi. Que se passe-t-il avec des frontières du moi qui sont trop poreuses? On a deux questions. Ça fait une dissociation permanente de l'environnement, un refus total de toute émotion, difficulté à distinguer soi et les autres ou recherche excessive de contrôle. Ok.
Deuxième question. Que produit une frontière du moins trop rigide? Ouais, c'est sympa, ouais. Alors, une séparation stricte est parfois excessive. Ok. Alors, les caractéristiques des frontières du moi. On a une caractéristique de perméabilité. Les frontières du moi peuvent être plus ou moins perméables en fonction des individus et des circonstances. Certains ont des frontières plus poreuses et ont du mal à maintenir une distinction claire entre eux-mêmes et les autres. Tandis que d'autres, ils ont des frontières plus rigides et ils ont alors tendance à maintenir une séparation stricte. On va voir une prochaine caractéristique. Alors, les frontières du moi équilibrées. Bah, Katsu, je ne peux pas, il s'est peut-être évanoui. Ok. Donc, parmi les caractéristiques des frontières du moi, on a celle de protection. Ces frontières, elles vont jouer un rôle crucial dans la protection psychique d'une personne. Elles vont aider à définir ce qui est considéré comme sûr et familier, menaçant et inconnu. Des frontières saines, elles vont permettre à un individu de se protéger des influences externes indésirables et à maintenir son intégrité psychique. À quoi servent les frontières du moi pour l'individu? À prédire les émotions, à se définir et à se percevoir, à éviter les rêves lucides ou à manipuler plus facilement les autres. À se définir, à se percevoir, ok. Donc, caractéristiques d'identification, elles influencent aussi la manière dont un individu se perçoit et se définit. Elles déterminent ce qui est intégré à l'identité personnelle et ce qui est rejeté ou nié comme étant étranger au soi. Voilà. Et la dernière, que risque-t-on avec des frontières du moi trop perméables? De nier la réalité, d'absorber les émotions des autres de manière excessive, de rejeter toute forme d'intimité ou d'adopter des comportements impulsifs. Ok. Et dernière question. Que peut entraîner une frontière trop rigide? Une dépendance affective extrême, une suppression des émotions, une perte d'identité visuelle ou une ultra-empathie? Ok. Donc, dernière caractéristique, régulation émotionnelle. Donc, les frontières du moi permettent aux individus de réguler leurs émotions. Des frontières trop perméables peuvent entraîner une absorption excessive des émotions d'autrui, tandis que des frontières trop rigides peuvent conduire à une suppression des émotions ou à un déni de leurs propres sentiments. Alors, bien joué. Martin Pêcheur rapide, suivi de Paris ce célèbre. Et enfin, putain, loup sociable qui a tout défoncé. Et suivi du coléoptère et de l'équidné. Bien joué à vous. Belle reprise, en tout cas sacré score pour loup sociable, vraiment. Donc on va faire le petit quiz, enfin le petit sondage, pardon, pour la semaine prochaine. J'ai rien préparé, c'est terrible. Je suis à l'arrache complet. Donc, on est comment? On est comment? On est comment? Tac, 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 tac. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Semaine prochaine. Parce que là, on va se retrouver encore dans un truc, c'est moi qui choisis. Semaine prochaine.
Tac. Tac. Allez, vous avez 2 minutes. Alors, qu'est-ce que Laurent Charles en autre quoi? Mais non, mais arrêtez. Il utilise son téléphone pour faire le quiz. C'est ça qu'il voulait dire. Tout simplement. Bah oui, tu vois, Nico, comme quoi, hein, tout est possible. Ça fait plusieurs fois que tu es sur le podium, hein. Donc nickel. Bien joué à toi, hein. Retirer ce message épinglé. Tac. Ok. Donc ça, on peut l'enlever. C'est fait. Et puis, on va voir ce qui ressort de ce petit sondage. Bon, je vous dis pas que le guide sera présent au prochain live, hein, voilà. Tout dépendra de ce qui se passera une fois que je serai sortie de ce bureau. Écoutez les discours d'un patient suivant, ça aide pas. Non, mais les écouter peuvent aider, tout comme ne pas aider. Et ne pas les écouter, c'est pareil. Surtout qu'en plus, là, enfin, en vrai, ça reste des théories de certains auteurs. On en a vu plein des théories. Donc, il n'y en a pas une plus vraie qu'une autre en soi. Ouais, ouais. Je sais pas vous, du côté joueur, ce qui change ou pas. Mais voilà. Ça a l'air sympa. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on a. Parce que il est où? Ouais, ça va aller vite. Bon, on a eu on va dire plusieurs votes sur le VOC Psy et Sex Anatomy. Sachant que Sex Anatomy, ça fait un petit moment qu'il est sur la boucle. On va faire ce live-là lundi prochain. Donc comme son nom l'indique, quel magnifique jeu de mots que je n'ai pas trouvé toute seule, je préfère le dire. On va parler d'anatomie sexuelle, hein, tout simplement, et de petites infos par-ci par-là. Ça va être un live très rapide, je pense, parce qu'il y a 16 questions et il n'y a pas énormément de blabla à faire dessus, clairement. Mais voilà, comme dit Biglo, on va parler de cul et de cul encore. Après, vu que le guide est plutôt fort en sciences, il devrait avoir tout juste pour ce live-là. Faites comme il dit les gens pour faire quoi. En plus, il a rien dit. Mais je vais lui poser la question. Je vais lui dire, tu m'as reniflé ou quoi? On a des trucs. Non, on va pas en voir. On va pas en voir. Non, non, non. Si, si, tu seras là. Si, si. Si, si. Si, si. Je suis en train de regarder mon planning de la semaine prochaine en même temps. Bon, ça devrait aller. Bon, on va s'arrêter là avant que je l'explose réellement. Euh, Bon, on se retrouve demain soir, à peu près à la même heure qu'hier, je pense, vers, je sais pas, entre 8h et 9h en tout cas, mais on va dire entre 8 et 8h30, je pense, sur la suite de Clair Obscur. On va essayer de pas trop s'énerver et de rester zen. Après voilà, il n'y a pas eu trop d'absence. J'ai joué hier, je joue demain, ça va. J'ai pas eu trop le temps d'oublier, ça devrait aller. Merci pour votre présence ce soir, pour votre participation. Vous avez bien géré, je suis fière de vous. Donc on se retrouve lundi prochain pour parler d'anatomie. Et puis sinon, demain soir sur Clair Obscur. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous, passez une très bonne soirée et à demain. Ciao, ciao.